commence mal. Comme ça, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez au fond? Non, rien du tout. Bon, décidément. Alors, il doit y avoir un truc. Il tient pas très bien, c'est pas grave. Ou alors c'est parce que peut-être qu'il faut le mettre. Si c'est bon là? Bon, super. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, je suis admirative du nombre de personnes qu'il y a là, parce que une fin de dimanche après-midi, en plus il pleut. Donc voilà, merci beaucoup. Vous êtes nombreux, vous êtes vraiment... Vous savez, je vais même vous dire que je fais beaucoup de conférences dans toute la France. Et on a tous, nous, conférenciers, vraiment besoin d'être encouragés, parce que même si on aime ça, qu'on se bat pour la cause et qu'on est content de venir, quand il y a autant de monde que ça, je peux vous dire que c'est, en fait, chacun d'entre vous, et pour moi en tout cas ce soir, très important, parce que ça nous porte finalement dans ce combat qui est un combat qu'on mène tous, hein, chacun à sa place, et il y a des places qui sont plus visibles que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures ou moins bonnes, mais c'est simplement elles sont plus visibles. Mais ces places un peu plus visibles, parfois elles sont un peu lourdes, et que donc d'avoir comme ça en face de moi autant de personnes qui se sont déplacées. Donc merci beaucoup à ceux qui m'accueillent, merci à ceux qui se sont donné du mal. Voilà, vraiment, je le dis j'essaye beaucoup de chaleur pour vous dire combien c'est vraiment important pour nous tous de pouvoir compter sur vous et arriver dans des salles qui sont bien pleines et donc où il n'y a pas juste quelques personnes. Voilà, moi, en fait, je viens vous parler, vous le saviez d'ailleurs, du projet de loi, le mariage pour tous, et je viens vous parler des conséquences de ce projet de loi, qui ne sont pas des conséquences qui seront juste réservées à quelques personnes homosexuelles, mais qui sont vraiment des conséquences qui nous concernent tous. Toute la société est concernée par ce projet de loi, et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Et ce que j'aimerais vraiment, enfin ce que j'aime quand je repars d'une conférence, c'est de me dire que les gens, d'abord, commencent à être décomplexés vis-à-vis de ce sujet, parce qu'on n'arrête pas de nous complexer, donc c'est vraiment d'être décomplexés, et puis surtout d'avoir bien compris comment c'est l'effet du jeu de domino, où on a l'impression qu'il y a juste 4 mots qui sont changés dans un code civil, sauf qu'en fait, je ne dis même pas que c'est un bouleversement de la société, je dis que c'est une révolution qui nous attend. Et donc, je vais vraiment essayer de vous montrer de façon la plus pédagogique possible, y compris avec quelques éléments juridiques, hein, mais parce que le code civil, eh ben, on est là en plein dans le juridique, mais essayer de vous montrer de façon très logique, on va dire, finalement, que vous puissiez repartir avec quelques arguments en vous disant, bah oui, finalement, je vais pouvoir expliquer à mes voisins qui, eux, peuvent se poser des questions, et après tout le monde a le droit de se poser des questions, et on a le droit aussi de se demander si on est pour, si on est contre. On est dans un pays démocratique. Moi, il se trouve que je suis très engagée, mais je peux très bien comprendre, compte tenu du matraquage absolument incessant qui est fait à la fois dans les films, à la fois dans la publicité, à la fois dans les informations, dans tous les médias, dans les journaux, je peux très bien comprendre que ça finisse par rentrer un peu dans la tête et qu'on finisse par se dire, bah oui, mais au fond, ils ont peut-être pas tort. Donc, ce que je vous propose, c'est de parler à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, ou 40 minutes. J'ai oublié ma montre, donc voilà. Et puis qu'à la suite de ça, eh ben, on laisse vraiment libre cours, et qu'encore une fois, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de ne pas être d'accord. Il faut vraiment se sentir extrêmement libre par rapport à tout ce que je vais dire, et surtout par rapport à des arguments que j'aurais oublié de vous dire. N'hésitez pas à me demander des chiffres, des sources, etc. Parce que je crois que plus on a de sources, plus on est crédible finalement. Donc avant de vous parler de ce projet de loi proprement dit, je vais vous dire en fait d'où ça vient ça. Parce que ce projet de loi, il ne nous tombe pas dessus comme ça, comme d'un coup de baguette non magique, d'ailleurs, je vais dire baguette magique, mais c'est l'inverse. Il ne nous tombe pas dessus comme ça, tout d'un coup, où il sortirait de nulle part. En réalité, non. Il vient d'une idéologie, il est la conséquence d'une idéologie qui s'appelle l'idéologie du gender.
dont vous avez dû entendre parler. Et je vais vraiment en introduction vous en parler quelques minutes parce que je pense que c'est important pour vous de resituer ce projet de loi dans son contexte. Le contexte, en fait, c'est donc cette idéologie ou théorie du gender. Elle nous vient des États-Unis, 1970, des féministes américaines, dont une qui est très célèbre, qui s'appelle Judith Butler, écrit un livre, et les féministes, en fait, se battent contre l'oppression qu'elles disent avoir, oppression face aux hommes. Et au fur et à mesure des années, elles finissent par dire, eh bien, nous avons un sexe biologique, mais ce sexe biologique n'est rien par rapport au sexe social. Le sexe social, c'est le comportement. C'est-à-dire, comme on me dit que je suis une fille, je dois jouer à la poupée, et comme on dit que je suis un garçon, je dois jouer au petit camion. Et là, voyant ça, donc elles étudient les comportements, et elles voient qu'on force les filles à faire certaines choses, qu'on force les garçons à faire certaines choses, mais que les garçons sont toujours supérieurs aux filles, pensent-elles. Et à partir de ce moment-là, dans ces études de genre, donc à distinguer entre la théorie du genre et les études de genre, c'est donc les études comportementales. Et cette théorie dont je vous parle se glisse subrepticement, et c'est pour ça qu'on n'y a pas pris garde, dans ces études de genre, qui sont donc au XIXe siècle, les hommes ne s'occupaient pas des enfants et les femmes ne travaillaient pas, et on a vu qu'au XXe siècle et au XXIe siècle, les choses sont différentes, et donc on voit bien un comportement qui évolue. Là-dessus, c'est les études de genre, pas de problème d'étudier ces comportements. Mais là où ça devient un problème, c'est qu'elles profitent de ces études pour glisser donc cette théorie subrepticement jusqu'à ce qu'en 1995, il y a un problème. Ça tape. Je pense que vous êtes un peu trop près. Je suis trop près. Il faut essayer, mais parce que ça tape. C'est mieux comme ça, oui, parce que c'est pas très confortable. Vous allez en avoir trop vite assez, alors. C'est mieux comme ça ? On va voir à l'usage. Bon. Et donc, cette théorie se glisse subrepticement, et là, en 1995, ça devient quelque chose de plus en plus prégnant, et au moment de la conférence internationale sur les femmes de Pékin, les instances internationales sont imprégnées de cette idéologie qui, pour la première fois, parle de gender. Et à partir de ce moment-là, le gender, c'est quoi ? C'est de dire ce qui importe, c'est ce que je veux. Donc, si je veux être une femme avec un corps d'homme, mon sexe social est supérieur à mon sexe physiologique, et donc je suis ce que je veux être. Et là, on se rend compte qu'on devient dans la toute-puissance. Je me crée et je suis ce que je veux être. Donc tout ça peut vous paraître abstrait. Je le comprends parce que ça paraît même un peu surréaliste. Sauf qu'en 2007, en Espagne, une loi, vous voyez que ce n'est pas bien loin, une loi qui s'appelle la loi sur l'identité du genre, est votée. Et cette loi permet à des personnes de changer d'identité sans changer de sexe biologique. J'arrive à la mairie avec un certificat médical, je dis je ne me sens pas bien dans mon corps, et à la mairie, on vous change d'identité. Et en Argentine, juste avant les élections présidentielles de François Hollande, il s'est passé la même chose. Vous pouvez changer d'identité sans changer de corps. Et ce que vous ne savez pas, c'est que le 22 décembre, ou probablement pas, c'est que le 22 décembre 2011, il y a exactement un an, Michel Delaunay, qui est actuellement ministre délégué aux personnes âgées, mais qui à l'époque était parlementaire, dépose une proposition de loi sur l'identité du genre. Et elle n'est pas passée, parce que d'abord c'est le 22 décembre, et en fait c'était juste un espèce de, vous savez, un ballon d'essai pour voir un peu comment on allait réagir, si toutefois on allait réagir, comment on allait réagir, et puis de lancer l'affaire.
Mais ça n'a pas échappé aux LGBT, les LGBT étant l'interassociative lesbienne, bi, gay et trans. C'est-à-dire, en fait, c'est le lobby que je sépare, et on pourra en reparler tout à l'heure si ça vous intéresse, des personnes homosexuelles en général. Parce que le lobby LGBT est à un nombre absolument microscopique. Ils sont très, très puissants, mais très, très peu nombreux. Et donc, les LGBT, dès que François Hollande est élu, disent « Nous ferons tout et nous exigerons que cette loi soit votée avant la fin 2013. » D'où l'importance de se mobiliser plus et encore plus, maintenant, aujourd'hui, pour lutter contre le projet de loi qui nous est présenté. Parce que ce projet de loi, et c'est pour ça que je suis un tout petit peu longue dans mon introduction, mais ce projet de loi est l'arbre qui cache la forêt. Pendant qu'on est en train de nous amuser, sans nous amuser du tout, puisque même un dimanche soir, vous êtes obligé de venir ici, ce qui est quand même, vous avez peut-être mieux à faire, mais donc pendant qu'on est en train de nous amuser avec ce projet de loi, il se cache derrière énormément de choses, en préparation notamment avec Vincent Peillon, qui est ministre de l'Éducation nationale, sur les programmes scolaires de l'année prochaine, pour faire à la fois la promotion de l'homosexualité, mais surtout pour déconstruire la norme hétérosexuelle. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis ce que je veux être, je suis femme si je veux être femme, je suis homme si je veux être homme, peu importe le corps que j'ai, à ce moment-là, eh bien, on n'est plus dans les sujets hommes-femmes, mais on est dans une autre catégorie, on passe différemment, c'est-à-dire que je suis neutre. D'ailleurs, vous avez tous entendu parler de Simone de Beauvoir qui disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Vous voyez, on ne naît pas femme, on le devient. Alors, on pouvait penser comme ça que ça n'irait pas si loin et que c'était juste, non, mais sauf qu'en fait, elle était une des premières théoriciennes du genre et qu'au fur et à mesure, on est allé de plus en plus loin et que maintenant, elle disait encore, on ne naît pas femme, on le devient. La théorie du genre poussée à l'extrême, qui s'appelle d'ailleurs la queer théorie, c'est cette théorie du genre qui est encore plus loin, qui dit, c'est même pas qu'on ne naît pas femme, on le devient, c'est qu'on est neutre et on devient ce que l'on a envie d'être. Et ça amène donc éventuellement à une loi, enfin en tout cas à une proposition qui a été déposée, comme je vous le disais, le 22 décembre 2011 par Michel Delaunay. Et si vous allez la voir, vous pouvez taper, si vous avez Internet, vous allez voir, vous tapez Michel Delaunay dans Google, vous tapez proposition de loi genre, par exemple, et vous verrez dans Google quelle est la proposition qu'elle proposait, et ça va vous ramener d'ailleurs à ce qui a été, comme je vous le disais, cette loi sur l'identité du genre qui a été votée en Argentine très peu de temps avant que François Hollande soit élu. À partir du moment où on est dans « je suis ce que je veux être », la population n'est plus divisée, ou l'humanité n'est plus divisée entre des êtres qui sont des hommes et des personnes, des êtres qui sont des femmes. Mais elle est divisée donc entre un groupe de personnes qui ont des orientations sexuelles différentes, et donc homosexuels, hétérosexuels, bisexuels, transsexuels, sans que l'hétérosexualité soit supérieure ou soit la norme. C'est-à-dire qu'on déconstruit la norme, l'hétérosexualité n'est plus une norme. L'hétérosexualité, c'est la même chose que l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, et c'est donc là qu'on arrive tout à fait logiquement à la proposition, au projet de loi qui nous est proposé. Puisque on n'a plus besoin, on choisit ce qu'on veut être, vous voyez, c'est ça qui arrive tranquillement et progressivement dans la société, à partir du moment où il n'y a plus d'obligation d'avoir un sexe qui est conforme à sa physiologie, à sa biologie, enfin à son physique, à partir de ce moment-là, on comprend très bien qu'il n'y a plus vraiment besoin d'avoir un homme et une femme, que l'altérité, en fait, elle est niée. Elle est niée, l'altérité, elle est plus utile, c'est plus la peine. Donc on est ce qu'on veut être. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on se marie avec qui on veut se marier, puisque c'est plus l'altérité, c'est plus fondé sur homme, femme, mais c'est fondé sur hétérosexuel, homosexuel, bisexuel et transsexuel,
à partir de ce moment-là, ce projet de loi, il a absolument rien de... Enfin, il est en tout cas, il est assez logique. Et donc, on en arrive au mariage et à l'adoption. On pourrait dire, après tout, on va assez peu parler du mariage parce que dans ce projet de loi, on nous dit mariage et adoption, et donc on pourrait se focaliser sur exclusivement l'adoption, et je vais vous en parler beaucoup. Mais moi, je tiens aussi à parler du mariage parce que l'un entraîne l'autre, mais ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que, et c'est pour ça que je me bats avec autant de vigueur pour l'un et pour l'autre, parce que l'un entraîne l'autre. C'est-à-dire que si vous avez mariage, vous aurez adoption et transformation de la filiation. Et pourquoi ? Parce que vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France en 2008 à verser 10 000 € de dommages et intérêts à une personne qui était une femme lesbienne qui avait demandé un agrément. Or, depuis 1966, vous savez que enfin, vous saviez peut-être pas que ça datait de 1966, mais enfin, la loi accorde la possibilité aux célibataires d'adopter. À partir de ce moment-là, il y avait une femme, Emmanuelle, qui en 99 avait demandé un agrément et elle avait signalé qu'elle était lesbienne. Et on lui avait refusé en disant il n'y aura pas assez de masculins autour de cet enfant, donc on refuse. Elle est allée, je vous passe tous les détails, jusqu'à ce qu'elle arrive à la Cour européenne des droits de l'homme, donc en 2008, presque 10 ans après. Et la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France, donc comme je vous le disais, en disant, eh bien à partir du moment où il y a une loi, et c'est pour ça que c'est spécifique à la France, à partir du moment où en France il y a une loi qui autorise les célibataires à adopter, alors on ne peut pas refuser à une célibataire d'adopter, d'avoir un agrément en raison de son orientation sexuelle, parce qu'il y a un article, qui est l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, que vous connaissez, même si vous ne saviez pas que c'était l'article 14, qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination en raison de son orientation sexuelle, de la race, de la religion, etc. Et à partir de ce moment-là, la Cour européenne des droits de l'homme dit, écoutez, il y a discrimination en raison de l'orientation sexuelle, donc la France, enfin le Conseil général en l'occurrence du Doubs, doit donner un agrément à cette femme. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, le président du Conseil général, puisque c'est lui qui délivre les agréments, avait quand même été très courageux parce qu'à la suite j'avais été très intéressée d'ailleurs par la suite, justement, parce qu'à la suite de cette affaire-là, évidemment, du coup, Emmanuel était revenu devant le Conseil général et avait dit, maintenant, vous voyez, vous êtes condamné, vous devez me donner l'agrément. Et en fait, le président du Conseil général avait dit non. Et cette fois, il avait trouvé, parce qu'il était vraiment attaché à ce nom, mais cette fois, il avait dit, en fait, les deux personnes qui portent ce projet ne s'entendent pas suffisamment bien. Et en fait, il a été à nouveau condamné par le tribunal administratif et il a été obligé de délivrer l'agrément. Et là, moi, c'est passé donc en 2008, j'ai été mais scandalisée parce que je me suis dit, le Conseil général, donc, qui donne les agréments, dit non, je ne veux pas donner d'agrément parce que, non pas en raison de l'orientation sexuelle, mais parce que je vois bien, après enquête, etc., que les deux personnes, qui sont les deux femmes, qui veulent adopter cet enfant, ne s'entendent pas bien, qu'elles ne sont pas d'accord sur la façon de l'éduquer, etc. Et je me suis dit, finalement, on a accordé l'agrément parce qu'il a été condamné une deuxième fois et il a été quand même obligé de lui donner cet agrément. Et je me suis dit, si ça avait été des personnes de sexe différent, elles n'auraient pas eu l'agrément. Mais là, comme c'était des personnes de même sexe, rien que par idéologie, elles ont eu l'agrément. Et là, je me suis dit, ça devient quand même de plus en plus grave. Donc voilà, donc vous comprenez bien pourquoi, quand on entend dans les sondages que les gens disent qu'ils sont, après tout, pour le mariage, pourquoi pas? Parce que si les gens s'aiment, mais on va revenir, ils ont bien le droit de se marier, mais je suis contre l'adoption parce qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, eh bien moi je dis, je suis bien sûr contre l'adoption, mais je suis aussi contre le mariage de personnes de même sexe. Et pas seulement pour cette raison que je viens de vous indiquer. Parce que aussi,
on est en train de dénaturer complètement le sens du mot mariage. Parce que qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage, c'est civil, hein, c'est ce côté de relation entre des époux, c'est pour organiser cette relation, donc c'est ce côté que j'appelle moi horizontal. Ça n'est pas juste la reconnaissance sociale d'un amour, c'est ce qu'on veut nous dire actuellement, s'ils s'aiment, après tout, ils ont bien le droit de se marier. Certes, s'ils s'aiment, ils pourraient avoir le droit de se marier si le mariage, c'était juste cette relation horizontale. Mais le mariage, ça n'est pas que ça. Parce que si ça n'est que ça, je vais vous dire les conséquences. Mais ça n'est pas que ça. Parce qu'il y a aussi dans le mariage cette relation absolument indispensable et complémentaire qui est cette relation verticale. Et cette relation verticale, c'est celle qui ancre la famille, qui crée la filiation, la possibilité de filiation. On a cette relation horizontale, qui est une relation, d'ailleurs dans le Code civil, il n'y a pas d'histoire d'affection, de relations affectives, etc. On ne parle pas d'amour dans le Code civil, ce n'est pas le sujet. Donc là, on veut nous inventer un terme qui dit s'ils s'aiment. Mais le mariage, il n'a jamais servi à reconnaître un amour. Il a servi à gérer des relations et à protéger les plus faibles, à la fois dans cette relation horizontale et dans cette relation verticale, qui est celle de la création de la première micro-société de la société, qui s'appelle la famille. Et donc le mariage, c'est une institution. C'est une institution qui fonde la famille. Et c'est pour ça que c'est si important d'être aussi dans l'altérité, parce que la famille, c'est un enfant inné d'un homme et d'une femme. Et donc, c'est pour ça que c'est si important d'être à la fois contre le mariage autant que d'être contre l'adoption. Si le mariage, ça n'est que la reconnaissance sociale d'un amour, alors on va être logique jusqu'au bout. Et on va dire, si ça n'est que ça, je ne vois pas une seule raison, si ça n'est pas du tout une question de famille, mais si c'est juste une question d'amour, je ne vois pas pourquoi on le refuserait aux personnes de même sexe. D'ailleurs, je vais juste vous faire une petite aparté. On dit mariage gay ou mariage homo. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Je le dis aussi, mais en fait, je ne devrais pas le dire. Parce que les personnes homosexuelles ont autant que les personnes hétérosexuelles le droit de se marier. Elles n'ont juste pas le droit de se marier avec une personne de même sexe. Une personne homosexuelle a le droit de se marier, et je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, qui s'appelle Jacques Lang. Jacques Lang, il est homosexuel, notoire, il est marié, il a 2 enfants. Personne ne l'a empêché de se marier parce qu'il était homosexuel. On dit juste une personne homosexuelle ne peut pas se marier avec une personne de même sexe. Et c'est important ce que je vous dis. Parce qu'on est actuellement en train de créer des catégories de personnes, comme pour le gender, qui existent en fonction de leur orientation sexuelle. C'est jamais l'orientation sexuelle qui fonde un droit. Jamais. C'est le fait d'être une personne, c'est le fait d'être homme, c'est le fait d'être femme, mais ça n'est jamais existé qu'une personne, parce qu'elle est hétérosexuelle, ou parce qu'elle est homosexuelle, ou parce qu'elle est bi, ou parce qu'elle est trans, elle a des droits particuliers. Donc une personne homosexuelle a tout autant le droit qu'une personne hétérosexuelle de se marier, mais avec une personne de sexe différent. En raison, justement, du fait que la famille, c'est ce côté de lien horizontal, et c'est aussi, et c'est capital, ce lien vertical qui crée la famille et la filiation. Et la filiation, c'est comme je vous le disais, un enfant, il naît d'une cellule mâle et d'une cellule femelle. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Et donc, pour en revenir au mariage, si on va jusqu'au bout et qu'on dit le mariage, c'est juste cette relation qui crée le lien entre 2 personnes, en oubliant cette relation verticale. Eh bien non seulement il n'y a pas de raison qu'on n'autorise pas 2 personnes de même sexe à se marier, mais il n'y a pas de raison non plus qu'on n'autorise pas le polyamour. Et quand je vous parle du polyamour,
je vous parle pas de... Quand je vous dis... si je dis polygamie, on dit mais non, mais ça fait pas peur, parce qu'on se dit... oui, enfin bon, c'est pas la même culture, ça a une connotation quand même de culture assez différente, etc. Et c'est surtout réservé à une religion particulière essentiellement et tout ça. Moi, je parle pas de ça. Je ne mets pas du tout un aspect religieux, je parle de polyamour. Polyamour, allez voir dans Google, parce que tout le monde a souvent les gens ont des ordinateurs. Donc allez voir dans Google et vous verrez ce que c'est que le polyamour. C'est l'amour à plusieurs. Et c'est notamment l'amour entre personnes bisexuelles. Et au Canada, enfin aux Pays-Bas, vous avez une union civile à 3 qui a été reconnue, un homme, une femme et la compagne de sa mère. Pareil en Ontario, ça a été reconnu aussi. Et vous avez en France, puisqu'on revient toujours chez nous, vous avez en France un homme qui s'appelle Lionel Labos, beaucoup de LGBT qui le réclament, qui disent, attendez, discrimination. Au nom de la discrimination, de la non-discrimination, on ne voit pas pourquoi, lorsque le mariage entre personnes de même sexe sera autorisé, pourquoi on n'aurait pas le droit de s'aimer à plusieurs. Et donc vous avez un garçon, un homme qui s'appelle Lionel Labos, comme je vous disais, qui a écrit un livre, il est enseignant et écrivain, donc il a écrit un livre qui s'appelle « Au-delà du mariage gay, le contrat universel ». Et le contrat universel, en fait, ce qu'il dit, et ce qui est très logique, il dit, à partir du moment où on autorise, où ça n'est plus fondé sur l'altérité, où on ne demande plus à ce que ce soit un homme et une femme, eh bien nous demandons, puisque nous nous aimons à plusieurs, si c'est juste un contrat qui régit des relations entre les personnes, ce côté horizontal que je vous disais, moi, j'aime plusieurs personnes, nous vivons à plusieurs, et nous voulons, au nom de la non-discrimination, que cet amour à plusieurs soit reconnu, afin que la personne la plus faible, et qu'en cas de séparation, la personne la plus faible puisse être protégée. C'est imparable comme affaire, imparable. Au nom de la non-discrimination, à partir du moment, et donc comme je vous le disais, ça commence à exister dans plusieurs pays, à partir du moment où on est juste dans cette relation horizontale, en fait, on ira beaucoup plus loin. Et les LGBT, allez le voir, les LGBT, c'est déjà leur demande d'après. Lorsque le Pacs a été discuté en 1999, j'ai relu récemment les débats de 1999, c'était passionnant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu en ce moment, il y a beaucoup le discours d'Elisabeth Guigou qui circule, qui est absolument impeccable. Enfin, il n'y a pas une virgule à retirer, ni à ajouter, ni à enlever. C'est parfait. Tout ce qu'elle dit, c'est que le mariage, que le Pacs, ça n'ira jamais au mariage et l'adoption, parce que le mariage, c'est un homme, une femme, que ça fonde la famille, et que l'adoption, c'est évidemment aussi un père et une mère, puisqu'il est essentiel pour un enfant d'être construit par un père et par une mère. Donc Elisabeth Guigou, en 1999, c'est ce qu'elle dit. Alors maintenant, elle dit qu'elle a évolué, que ça a un peu changé, etc. Et donc elle est assez gênée que son texte circule, parce qu'encore une fois, son texte, il est parfait. Pourquoi est-ce que les gens étaient contre le Pacs en 1999 ? C'était pas parce qu'ils voulaient pas que des homosexuels, c'était même pas le sujet. En fait, quand on relit les débats, ils étaient contre parce qu'ils disaient si on autorise le Pacs, c'est la porte ouverte au mariage et à l'adoption. Et d'ailleurs, Jean-Michel Bloch, qui était le rapporteur du projet de loi à l'époque, il disait, mais il s'en cachait pas, c'est pour ça que c'est énervant, c'est qu'il ne s'en cachait pas, il disait en 1999, dès que le Pacs sera voté, nous n'aurons de cesse que de demander le mariage et l'adoption, parce que le Pacs est totalement incomplet. Qu'est-ce qu'on demande à nos hommes politiques actuellement ? Ce qu'on demande à nos hommes politiques, c'est d'être dans la vision. C'est quand même la moindre des choses quand on est un homme politique. C'est pas de voir à ce qui se passera demain, mais c'est de voir à ce qui se passera après-demain, dans 5 ans et dans 10 ans. Et puis, c'est aussi de faire, comme on dit en anglais, du benchmarking. Ça veut dire, c'est d'aller regarder dans les pays voisins comment ça se passe. Eh bien, et d'aller regarder aussi, maintenant l'information est vraiment facile à obtenir, et c'est aussi d'aller regarder ceux qui se cachent par derrière et quelles sont les revendications qui sont faites derrière ça. Eh bien, les revendications, c'est un secret pour personne, tout comme le Pacs en 1999, les revendications c'était le mariage et l'adoption, eh bien les revendications là, c'est la déconstruction de la norme hétérosexuelle, comme je vous l'ai dit, et c'est le mariage à plusieurs et l'adoption et le changement total de la filiation. C'est ce que nous
promet, ce que demandent déjà les LGBT qui sont favorables. Enfin, c'est pas les LGBT sont tellement minoritaires. C'est comme je vous le disais derrière, je dis toujours les LGBT, mais en fait les LGBT sont très manipulés par toute cette idéologie du gender. Donc en fait c'est la déconstruction de la norme hétérosexuelle, c'est la déconstruction de la famille, c'est le mariage à plusieurs, et c'est les parents. Et quand je vais vous annoncer la suite pour les parents, eh ben vous allez voir que les conséquences sur la filiation, elles sont aussi considérables. Donc, voilà pourquoi je trouve extrêmement important de vraiment insister sur le fait que si on est contre l'adoption, dans ce projet de loi, on doit aussi être contre le mariage. Vous voyez, moi, ce qui me fait peur, c'est que le gouvernement se dise... Bon, ok, ça se passe pas aussi bien que ce qu'on pensait, voire ça se passe beaucoup plus mal que tout ce qu'on pouvait imaginer. Bon, on va essayer de contenter tout le monde, donc on va pas faire l'adoption, mais on va faire le mariage. Et pour moi, le piège en fait serait refermé, parce que les gens se rendent pas compte en fait de la portée d'autoriser le mariage entre personnes de même sexe. Ça a une portée sur la famille, mais ça a une portée... Enfin, voilà, je pense que vous l'avez bien compris. En 2008, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça ». L'homoparentalité, déjà, c'est un terme qui a été inventé par les fameux LGBT, et je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est assez amusant. Les batailles, en fait, elles se gagnent d'abord par les mots, elles se gagnent d'abord par la sémantique. D'où d'ailleurs l'importance que j'apporte toujours dans mes conférences au sens des mots, parce que, vous voyez, mariage gay, etc., mariage entre personnes de même sexe, de sexe différent, tout ça, parce que, en fait, même si après on fait des raccourcis, c'est très important le sens des mots. Et donc, l'homoparentalité, c'est né comment, ce mot-là? Il est né parce que les fameux LGBT, les théoriciens du genre, etc., se réunissaient en très petits comités, parce qu'en fait, ils étaient quand même très peu nombreux, il y a quelques années de ça. Je dirais qu'il y a une 15 ans, 12-15 ans, et il disait l'adoption des enfants par les couples homosexuels, enfin, c'est vraiment très long, comment est-ce qu'on pourrait, il faudrait quand même trouver un mot, il faudrait trouver un mot médiatique, mais bon... Et puis, ils font comme ça quelques séances le soir, ils se réunissent autour de quelques bonnes bières. Et puis, tout d'un coup, il y en a un qui dit homoparentalité. Et les autres disent, attends, c'est tellement ridicule comme mot, ça va jamais marcher. C'est pas possible. L'homoparentalité, ça veut rien dire. Et puis, ils se disent, bon, on va quand même lancer pour voir. Ils le lancent le lendemain, et 3 jours après, tous les journaux s'en étaient emparés. Voyez l'importance des mots. Eux-mêmes ne pensaient même pas que ça marcherait parce qu'ils disaient ça ne veut rien dire. Homoparentalité, ça ne veut rien dire. Et maintenant, mon livre, il s'appelle L'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça. Parce que c'est devenu un mot courant. Mais moi, ce qui me frappe, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui me frappe, c'est que depuis, donc je l'écris en 2008, tout est complètement d'actualité dedans. Mais tout est complètement d'actualité, sauf éventuellement 2-3 chiffres et encore. Mais pourquoi c'est vraiment intéressant? Enfin, en tout cas, moi qui m'occupe de ce sujet depuis maintenant plusieurs années, je vois et j'ai vu le glissement des mots. C'est-à-dire que le mot commun, maintenant, c'est devenu homoparentalité. Mais moi, je vois le glissement des mots, je l'entends forcément, parce que c'est mon sujet de préoccupation, pas totalement principal, mais un de mes gros sujets de préoccupation. Et je vois qu'en fait, on est en train de glisser du mot homoparentalité à parenté sociale. Vous avez déjà entendu parenté sociale, parenté de désir, parenté intentionnelle. Peut-être pas beaucoup, mais si vous écoutez, vous entendrez que maintenant, on dit homoparentalité pour le grand public, mais très très vite, il passe au mot parenté sociale. Et vous voyez que ça devient très différent parce qu'il y a un mot commun qui s'appelle la parenté biologique et parenté sociale. Et qu'est-ce que c'est que la parenté sociale? C'est la parenté d'intention. C'est la parenté d'ailleurs, ou, voire, ils appellent ça aussi, la parenté intentionnelle.
Et donc la parenté intentionnelle, c'est de dire que c'est le désir, c'est l'intention, c'est le projet qui fait le parent. Et là, on se retrouve dans ce que je vous disais tout à l'heure, qui s'appelle la théorie du gender. On n'est plus dans l'altérité, le père, la mère, mais on est dans l'intention, on est dans le projet, on est dans le désir, et à partir de ce moment-là, si c'est le désir qui fait le parent, peu importe le sexe du parent, puisque c'est son désir, puisque c'est son désir d'amour, puisque l'enfant est désiré, peu importe que le parent soit homme ou soit femme, l'essentiel, c'est qu'il ait un projet sur cet enfant. Et là, donc, c'est là que ça devient absolument énorme, c'est que si c'est la parenté, si c'est le désir, si c'est la parenté sociale qui devient la norme, et que ça n'est plus la parenté biologique, c'est là qu'on est dans ce qu'on appelle une révolution. Ce n'est pas juste un changement de quelques mots dans un état civil, c'est une révolution. Mais c'est une révolution pas seulement pour les personnes homosexuelles. D'ailleurs, vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je ne parle pas tellement d'homosexualité. Je parle des lobbies, mais vous vous rendez bien compte que le mariage à plusieurs, ce n'est pas quelque chose qui va concerner exclusivement les personnes homosexuelles. Et donc, si ça n'est plus la biologie, ou s'il n'y a plus du tout de référence à la biologie, si c'est juste le désir ou le projet qui fait le parent, et bien là, on a une filiation qui est complètement bouleversée. Parce que s'il n'y a plus de désir ou s'il n'y a plus de projet, qu'est-ce qui reste? Et je vais vous donner quelques exemples très concrets, parce que peut-être que ce que je vous dis peut vous paraître abstrait. Mais vous allez voir, en fait, c'est très, très concret. Si je suis... donc, on va dire que excusez-moi, juste une seconde. On va dire que le projet, le mariage, qu'on a le droit de se marier entre personnes de même sexe. Donc, une femme se marie avec une femme. Elles ont un projet. Elles vont donc faire l'une des deux va procéder à une insémination artificielle. Donc gommer le père, tout simplement, parce que c'est procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. Donc en fait, elle considère qu'on gomme le père. Comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple. L'enfant. Et puis, il se trouve, comme ça arrive quand même souvent, bref, dans ces couples-là, elle va se séparer pendant la grossesse. Et elle va se marier avec une autre femme. Jusque-là, il n'y a rien de plus plausible. Donc c'est l'autre femme qui va être là au moment de la naissance. C'est qui le parent? C'est qui la deuxième mère? C'est celle qui était là au moment de la conception, de l'insémination artificielle, ou c'est celle qui est au moment de la naissance? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est la première qui est la victime dans tout ça? Est-ce que c'est la première qui va arriver à la mairie et qui va dire « c'est moi la mère, c'est moi, parce que c'est moi qui avais l'intention, c'est moi qui avais le premier projet, parce que première arrivée à la mairie, première servie ?» Si c'est... Alors, je vais vous raconter une autre histoire. Je suis invitée à la télévision il y a quelques semaines, en face d'un homme homosexuel, qui me dit « Eh bien voilà, j'ai 2 enfants, j'ai 2 fils. Mon premier fils, il est né d'une union hétérosexuelle, j'étais mariée, preuve qu'il avait bien le droit de se marier en étant homosexuel. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai divorcé, mon premier enfant a un père et il a une mère. Jusque-là, rien à redire. Mais j'ai un deuxième enfant qui, lui, a 4 parents. Parce que j'étais, me dit-il, j'étais, donc c'est pas un truc que j'invente, j'étais en couple avec un homme et puis nous avions un projet parental. Donc, nous avons cherché un couple de lesbiennes qui avait un projet parental. Nous avons eu un enfant
Et donc cet enfant, logiquement, a 4 parents. Alors moi, je lui réponds non. Il n'a pas 4 parents. Il a vous, vous êtes son père. Il a sa mère qu'il a mise au monde. Vous, vous vivez avec un homme. Et sa mère vit avec une femme. Il a donc 2 parents. Et puis les compagnons de ses parents. Et il ne me répond pas du tout. Mon enfant a 4 parents. Et d'ailleurs, dès que la loi sera passée, nous demanderons, puisque ce sera la parenté sociale, c'est-à-dire le désir d'enfant, le projet parental et celui qui éduque l'enfant, puisque c'est celui-là, cette parenté-là qui sera reconnue, eh bien, dès que le projet de loi sera passé, nous demanderons à ce que les 4 parents soient reconnus au même titre, parce que la parenté sociale est égale à la parenté biologique. Voilà ce qu'il me dit. Et là encore, on n'est pas dans le fantasme, parce que figurez-vous qu'en Suède, un enfant, et ça s'est passé aussi au Canada, un enfant a été reconnu avec 3 parents, son père, sa mère et la compagne de sa mère. Et vous avez donc déjà des exemples dans le monde. Ça, à ce moment-là, on est même bien au-delà de l'homosexualité, parce que là, je vous donne l'exemple d'un couple de 2 personnes de même sexe qui va avec un couple de 2 personnes de même sexe. Vous remarquerez d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on est déjà obligé d'organiser la vie de cet enfant qui, dès le départ, n'aura même pas son père et sa mère ensemble. C'est vrai qu'il arrive des divorces, c'est vrai qu'il arrive des accidents dans la vie. Et c'est bien malheureux, et c'est triste pour tout le monde. Mais ce n'était pas le point de départ quand même quand les parents ont eu l'enfant. Au point de départ, ils n'avaient pas décidé qu'avant même la naissance de l'enfant, ils seraient divorcés. Là, on est en train d'organiser que l'enfant, dès le départ, il faut faire des contrats entre les 2 couples, donc, pour savoir s'il va y avoir une garde alternée. Donc, dès le départ, en fait, c'est quelque chose qui est quand même source de souffrance pour l'enfant. Il n'aura jamais connu ses 2 parents ensemble. Mais donc, pour continuer, vous voyez bien qu'au-delà de l'homosexualité, si ça n'est plus la biologie, s'il n'y a plus de référence, en tout cas biologique, vous pouvez imaginer diverses combinaisons. Et on ne saura plus qui sont véritablement les parents. Et comment voulez-vous que l'enfant s'y retrouve dans tout ça? Vous avez autre chose qui s'appelle la présomption de paternité. La présomption de paternité aussi va être touchée. Et je vais vous expliquer juste après comment s'est passée notre audition avec le Erwan Binet, qui est le rapporteur du projet de loi. La présomption de paternité, c'est quoi? C'est que vous avez le mari de la mère qui est présenté, qui est présumé être le père. D'accord? C'est-à-dire que quand on est marié, on attend un enfant, on ne fait pas de test pour savoir si c'est le mari ou non qui est le père. On dit, ils sont mariés, donc c'est ça la présomption de paternité. Eh bien là, si c'est la parenté sociale, c'est-à-dire que si c'est le projet qui fait le parent, et si ça n'est plus la biologie qui fait le parent, si le père dit, le mari de la femme dit « je suis désolé, moi je ne voulais pas cet enfant. Cet enfant, tu m'as fait un, excusez-moi de cette expression un peu familière, un bébé dans le dos. Mais moi j'en voulais pas. Je suis prise au piège. » Si c'est la volonté ou le désir qui fait le parent, qu'est-ce qui se passera? S'il n'en veut pas, c'est ça qui nous promet le projet de loi. S'il n'en veut pas, on ne pourra pas, au nom de l'égalité, l'obliger à être parent, à être père. Combien d'enfants laissés pour compte? Donc, vraiment, vous voyez que ce projet de loi, en fait, il va bien au-delà de juste un cadeau ou une gentillesse ou une reconnaissance de l'amour ou faite à des personnes, à des personnes homosexuelles. Et ce que vous avez après, c'est la PMA, la procréation médicalement assistée pour des célibataires.
Vous savez qu'actuellement, pour les célibataires, la procréation médicalement assistée est autorisée pour les personnes qui sont mariées depuis un certain nombre d'années et qui ont une stérilité médicale. Tandis que là, on va autoriser donc les personnes qui veulent se faire inséminer, qui sont célibataires, elles vont soit en Angleterre, soit en Espagne, soit en Belgique, pour les pays les plus proches. Et bien là, donc la PMA sera autorisée en France. Elle n'est pas pour l'instant dans le projet de loi, mais vous avez dû entendre, si vous suivez un peu les informations, que François Hollande, c'est ce qu'il nous promet. Enfin, en tout cas, il a dit, je ne suis pas sûr d'être totalement pour, mais dans sa grande sagesse. L'Assemblée nationale déposera un amendement, et Erwan Binet nous a dit, de toute façon, moi, ce que je souhaite, c'est que l'amendement soit entériné. Donc, nous aurons la procréation médicalement assistée. Ça veut dire qu'en France, on va autoriser à ce que l'homme soit gommé. Voilà, que directement, une famille puisse être composée sans homme. Au-delà de ça, vous avez, au nom de la fameuse égalité, la gestation pour autrui. Pourquoi la gestation pour autrui? Et là, je vais vous dire un truc surréaliste qu'on a entendu d'Erwan Binet, donc, qui est le rapporteur du projet de loi, qui est celui qui a auditionné les gens, auditionné, fait semblant, on va dire, parce que c'est un déni de démocratie, mais j'avais jamais vécu ça. Et donc, la GPA, c'est-à-dire que au nom de l'égalité, puisque les couples de femmes, il y en a au moins une, elles ont la physiologie pour le faire, les hommes ne l'ont pas. Donc, au nom de l'égalité, compte tenu du fait que les femmes peuvent mais que les hommes ne peuvent pas, il faudra que les hommes puissent aussi avoir des enfants, puisqu'on leur dit qu'ils peuvent avoir des enfants, il faudra qu'on leur en donne les moyens. Et bien, les moyens, c'est la gestation pour autrui. Et la gestation pour autrui, c'est ce qu'on appelle les mères porteuses. Et les mères porteuses, c'est un déni. Enfin, c'est... Moi, j'appelle ça, en fait, de l'esclavage moderne. Parce que vous ne verrez pas de femmes riches attendre des enfants pour d'autres personnes. Donc, vous avez déjà, en Inde et en Ukraine, vous avez déjà des trafics de ventre. Tout ça parce qu'aux États-Unis, c'est autorisé, et que du coup, comme aux États-Unis, ils arrivent assez peu à trouver des mères porteuses, ils s'adressent à des intermédiaires qui trouvent des femmes en Ukraine ou en Inde sur catalogue, d'accord? Donc il faut qu'elles aient sur catalogue, donc on choisit ses enfants sur catalogue. En tout cas, la possibilité de la femme, on regarde bien comment elle est. Je ne sais pas si vous imaginez, mais moi je suis absolument révoltée par cette chose-là. Et donc, en France, ça sera la même chose. Vous allez trouver peu de femmes françaises riches qui vont, par générosité absolue, accepter d'attendre des enfants. Donc, on va aller à l'étranger pour aller chercher des femmes qui voudront bien attendre des enfants. Moi, j'appelle ça ni plus ni moins de l'esclavage. Ensuite, figurez-vous que j'ai appris, je l'ai noté là, qu'il y avait, voilà, une hormone féminine, je l'ai appris il y a 2 jours, une hormone féminine qui se déclenche quand on attend un enfant et qui est une hormone qui s'appelle donc l'ocytocine et qui est une hormone d'attachement. C'est intéressant. C'est physiologique, c'est-à-dire que quand la femme attend un enfant, elle a une hormone, donc elle s'y attache, mais elle s'y attache aussi parce qu'elle a une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et donc, on connaît, et donc on le sait même encore mieux maintenant qu'on sait que c'est pas juste psychologique, mais que c'est aussi physiologique, cet attachement, sauf exception, mais cet attachement, souvent, entre la mère et l'enfant intra-utérin. On est en train d'expliquer à la femme qu'elle ne doit pas s'attacher à cet enfant. Et moi, je dis toujours, je ne sais pas si vous connaissez la loi Scrivener. La loi Scrivener, c'est celle qui autorise, quand on a acheté quelque chose, au bout de 7 jours, de changer d'avis. Et puis de rendre.
Eh bien moi je demande si la loi Scrivener va s'appliquer pour les enfants, c'est-à-dire que si la femme qui attend un enfant, elle a 7 jours pour changer d'avis. Je trouve qu'on est dans un monde qui devient vraiment inhumain. Donc, pour la femme, pour l'enfant dans le ventre de cette femme qui l'attend, lui, on ne va pas lui proposer une psychothérapie pour ne pas s'attacher. Parce que lui, il est juste dans ce petit ventre tout doux, où il y est bien, ou moins bien s'il y a moins d'hormones d'attachement. Mais le pédopsychiatre, justement, avec qui j'en parlais il y a 2 jours, me disait, ben justement, ça risque aussi, lui, de lui causer de gros problèmes d'attachement, parce que la femme fait tout pour ne pas s'attacher, et que donc l'enfant, malgré tout, le sent, et l'enfant, il est programmé pour l'abandon, tout simplement. Quand on connaît quand même les dégâts d'un abandon, cet enfant est programmé pour l'abandon. C'est quand même incroyable. Mais il y a 2 dégâts collatéraux dont on n'a pas encore parlé. Le premier dégât collatéral, qui donc va être le 3e, la mère, l'enfant qui est dans le ventre. Le 3e, c'est le mari. Et moi, je trouve ça bien cruel pour le mari. Quand on sait ce que c'est que cette aventure extraordinaire, qui est le plus humain de ce qu'est l'humain, puisque ça touche à la création. On ne peut pas faire plus humain que la création d'un homme, un petit homme. Eh bien, le père, on lui dit, c'est pas ton affaire. Tu vois le ventre de ta femme qui s'arrondit. Tu vois les malaises qui vont avec, parce que c'est certes une partie de plaisir quelquefois, mais ça n'est pas toujours. La fatigue inhérente à tout ça. La femme qui part à l'hôpital. Les examens, les échographies. Ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la vraie vie. C'est pas juste le monde idéal dans lequel il y a une telle générosité que juste on va donner comme ça. Non, non, non. Il y a quand même 9 mois avant. Donner ou vendre d'ailleurs. Donc le mari, on lui dit, tout ça, c'est pas pour toi. Tu vois, t'es absolument en rien concerné. Et la femme, elle va même pouvoir dire à son mari, bah tu vois, je gagne une autre vie. Je gagne la vie du ménage. Parce que cet enfant, finalement, elle va le vendre. Donc la 3e, c'est le mari. Et la 4e, la 4e personne à laquelle on ne pense pas, c'est les autres enfants de la famille. Parce que les autres enfants de la famille, ils n'ont rien demandé. Et que la GPA sera réservée. J'ai regardé l'audition d'Elisabeth Badinter, qui est favorable à la GPA. Et donc elle disait, très très vite, on fera un projet de loi sur la GPA. Et cette GPA, ce sera très encadré, et donc il y aura simplement les femmes qui ont déjà eu des enfants qui seront autorisées. Mais ces enfants, on y pense. Des petits-enfants qui ont 2-3 ans, qui voient le ventre de leur mère s'arrondir, on dit, mais maman, elle attend un enfant. Ah super, un petit frère et une petite sœur. Pas du tout. Tu sais, maman, elle est très généreuse. Donc maman, elle va donner l'enfant. Sauf qu'il s'apercevra après d'ailleurs qu'elle l'a vendu l'enfant. Maman, elle va donner l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui? Lui aussi, on ne lui fait pas une psychothérapie du haut de ses 3 ans là, pour lui dire non, non, t'attaches pas à cet enfant. Parce que lui, il la voit, sa mère. Tout ça, ça se voit. Et il voit sa mère mettre sa main sur son ventre, et il voit le cou du bébé. Ça, c'est la vraie vie. Et donc, à ce petit bonhomme, on va lui dire, c'est pas ton affaire. Maman, elle est tellement généreuse que cet enfant, il va appartenir à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant? Et moi, si maman, elle-même, et qu'elle est si généreuse, est-ce qu'elle va me donner? Et si maman, elle ne me donne pas, c'est peut-être qu'elle ne m'aime pas. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est ce qu'on est en train de nous préparer. Et ça n'est pas exclusivement réservé aux personnes homosexuelles. C'est la société tout entière qui est purement et simplement en train d'être révolutionnée. Je ne sais pas si ça se dit révolutionner d'ailleurs. Enfin, c'est une révolution en tout cas. C'est plus qu'un bouleversement, c'est une révolution. Et moi, je vais vous dire, dans une société qui est incapable de prendre soin de ses plus faibles, de ses plus petits, de ses plus fragiles,
Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un enfant? Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'une personne handicapée? Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'une personne en fin de vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'une femme enceinte? Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile? Eh bien, dans une société où on n'est pas capable de prendre soin du plus petit d'entre les siens, eh bien, moi, je ne dis pas que c'est une société qui est généreuse. Je ne dis pas que c'est une société qui est en progrès. Je dis que c'est une société qui régresse. Et je vais vous dire un mot très violent, mais que je pèse. Je trouve que c'est une société qui devient barbare. Parce qu'on ne fait pas attention aux plus petits. Parce qu'on souhaite avoir un enfant parfait. Parce qu'on va choisir son enfant sur catalogue. Et vous voyez, avant-hier, donc, j'étais avec un pédopsychiatre. Et le pédopsychiatre, parce qu'on nous dit, vous savez, ce qu'il faut, c'est qu'il soit désiré. Et ces enfants, au moins, ils sont désirés. Eh bien, vous savez ce qu'il a répondu? Ça n'est pas le désir qui est important, c'est l'accueil. Et que parfois, un enfant trop désiré, ça peut entraîner des conséquences absolument épouvantables. Parce que justement, il est tellement désiré, mais c'est qu'il n'est plus désiré pour lui, c'est qu'il est désiré pour soi. C'est pour combler une envie, et Dieu sait si cette envie, elle est légitime, et Dieu sait si je reconnais la souffrance de ne pas avoir d'enfant. Je reconnais que c'est extrêmement difficile, et je ne la nie pas, cette souffrance. Je dis simplement qu'on ne peut pas risquer de créer une souffrance d'enfant pour réparer ou tenter de réparer une souffrance d'adulte. Que les adultes, que la souffrance d'un adulte, elle est terrible. Oui, je la reconnais, cette souffrance d'adulte. Mais la souffrance d'un enfant, on n'a pas le droit de faire d'expérimentation. On n'a pas le droit de prendre de risques. Parce que l'enfant, quand il va grandir, eh bien, il va porter le poids de tout ce que nous, adultes, nous lui aurons fait subir. Et quand on parle de discrimination, eh bien, oui, la discrimination, elle existe. Mais elle existe pour l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ont le droit d'avoir un père et une mère. Et il y a des enfants à qui on dit, au nom de souffrance, qu'encore une fois je ne nie pas, au nom de désir, que je ne nie pas non plus, mais à qui on dit, parce que nous sommes tout-puissants, parce que nous sentons que nous avons le droit de le faire, mais de quel droit nous autorisons-nous à le faire? Eh bien, il y a des enfants à qui nous dirons, toi, tu n'as pas le droit d'avoir un père, et toi, tu n'as pas le droit d'avoir une mère. Eh bien, oui, là, il y a vraiment discrimination. La discrimination, c'est celle-là. Et encore une fois, une société doit faire attention. C'est la moindre des choses, aux plus petits d'entre les siens. Je vous laisse les questions si vous le souhaitez. Le micro est là. Il y a quelques semaines circulait sur Internet la lettre d'un député du Nord à son évêque en réponse à la prise de position de son évêque, dans laquelle il disait notamment, j'ai relevé, de nombreuses études prouvent que le développement d'un enfant dans des couples homosexuels ne pose aucun problème. Alors, j'aimerais savoir d'abord si ces études existent et si, bien sûr, il ne citait pas de source, mais si ces études existent et s'il existe aussi des études contraires, des études scientifiques avec un minimum de rigueur. Absolument. C'est pas pour faire la pub, mais c'est dedans. Avec les sources. Sauf les dernières études, puisque c'est dès 2008 et qu'il y a des dernières études dont je vais vous parler qui sont très intéressantes. Merci de me poser la question. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on entend. Hein. Il y a plusieurs études qui ont été faites. L'étude de référence en France, elle a été faite par un homme qui s'appelle Stéphane Nadeau, qui est psychologue, je crois. Enfin, j'hésitais entre psychologue, mais je crois qu'il est psychologue. Il a fait des études, en fait, il a fait une thèse en 1999 qu'il a présentée à l'université de Bordeaux. Donc, vous voyez que ce n'est pas très récent.
C'est des études qui donc, ont été faites sur un échantillonnage très petit, puisqu'en fait, il a interrogé à peu près 40 cas. 40 cas, ce qui est peu. Sur le comportement de l'enfant, c'est-à-dire est-ce que l'enfant joue, est-ce qu'il a des amis, est-ce qu'il travaille à l'école, etc. Donc, c'est des études comportementales. On n'a pas interrogé ce qui se passait là-dedans. C'est les parents qui ont répondu, et c'est des parents volontaires qui faisaient tous partie d'associations militantes. Ce ne sont donc pas les enfants, et ces études ont été faites d'enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc pas de recul. Et lui-même dit, l'échantillonnage est suffisamment petit, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver des parents, et donc je reconnais qu'il n'est pas très significatif. Voilà. C'est les études de référence en France. Stéphane Nadeau, 1999. Les études de référence en France. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas existé, je dis qu'elles sont simplement un tout petit peu biaisées. Aux États-Unis, vous avez des études, en fait, je vais vous citer 4-5 études, comme ça. Après, c'est juste qu'après, retenez par exemple le nom Stéphane Nadeau. Comme ça, quand quelqu'un vous interroge, vous dites quoi, c'est les études de Stéphane Nadeau, puis là, je peux vous dire que du coup, ça coupe court, parce qu'en fait, les gens disent ça, mais ils n'y connaissent rien. Donc, il suffit de leur donner un nom pour que, en fait, ça coupe court. Aux États-Unis, il y a une femme qui était experte auprès des tribunaux qui s'appelle Charlotte Patterson. Alors, elle a fait une 30aine d'études. Et ces études étaient incroyables parce que, non seulement elle disait qu'il n'y avait pas de différence, mais en fait, si, elle disait qu'il y avait quelques différences et que les enfants élevés dans des couples homosexuels se portaient mieux. Donc, elle fait une 30aine d'études, à peu près dans les mêmes conditions. Elle arrive auprès des tribunaux et comme elle est experte, les juges lui disent, écoutez, ce serait quand même bien quand même qu'on ait quelques sources, parce que quand même, ce que vous nous dites, c'est vraiment intéressant. Quelles sont vos sources? Et elle dit, je ne veux pas les donner. Bon, se passe un procès, 2 procès, 3 procès, et puis au bout du 3e procès, donc les juges disent, écoutez, on commence à être un petit peu ennuyés quand même, parce que vos études, elles sont... il faut quand même que vous citiez vos sources, parce que on aimerait savoir. Et elle refuse. Et donc les tribunaux disent, vous ne serez plus experte auprès des tribunaux et nous ne servirons plus de vos études. Sauf que, entre-temps, l'association américaine de psychiatrie, qui est très réputée aux États-Unis et qui est un peu l'association de référence, s'était servie de ces études pour dire, vous voyez, il y a déjà 30 études, Charlotte Patterson, experte auprès des tribunaux, etc. Et encore aujourd'hui, ils disent Charlotte Patterson, les études, et ils continuent à conserver ces études comme étant des études de référence, alors que depuis l'année 2000, Charlotte Patterson n'est plus référencée aux États-Unis, auprès des tribunaux. Et l'association, l'inter-LGBT, dont je vous parlais tout à l'heure, là, tous les 2-3 ans, fait un dictionnaire de l'homoparentalité, une espèce d'ouvrage de référence de l'homoparentalité sur les études. Eh bien, figurez-vous que dans le dernier, il y avait encore les études de Charlotte Patterson. Vous avez, donc je pense que là, je réponds déjà pas mal à la question. Vous avez d'autres études, et ce sera les dernières que je citerai pour, mais c'est vraiment parce que vous voyez, je vous en ai cité en France, je vous en ai cité aux États-Unis, maintenant je vais vous en citer en Grande-Bretagne. Vous avez donc en Grande-Bretagne des études qui disent, alors là c'est une femme qui s'appelle Suzanne Golonko, et alors elle fait des études qui a priori ne sont pas inintéressantes, puisqu'elle dit je vais faire 10 ans avant et 10 ans après, c'est-à-dire qu'en fait je vais suivre les enfants, ce qui était intéressant en fait. Donc elle fait ses études à peu près dans les mêmes conditions, elle prend environ 50 familles, 50 enfants, et puis 10 ans après, donc elle voit qu'il n'y a aucune différence, enfin bref, mais avec la même méthode que celle que je vous dis, donc un peu biaisée. Et 10 ans après, elle refait les études. Elle reprend les mêmes familles, sauf qu'en fait, il y a la moitié des familles qui ne veut plus répondre. Elle aurait au moins pu s'interroger de savoir pourquoi les 10 familles ne voulaient plus répondre. La moitié des familles ne voulaient plus répondre. Eh bien, pas du tout. Elle dit tant pis, elle fait comme si de rien n'était, et elle considère que donc les 50% restants, c'est 100%. Moi, je veux bien. Sauf qu'en fait, c'est pas extrêmement honnête intellectuellement.
en sens inverse. En 2005, en Espagne, comme vous savez, ce que je vous disais tout à l'heure, mais vous le saviez sans que je vous le dise de toute façon, il y a eu la loi sur le mariage et l'adoption. Donc Zapatero arrive en 2004. En 2005, c'est une de ses premières réformes, mariage-adoption. Et en 2007, je vous rappelle juste, la loi sur l'identité du genre dont je vous parlais en introduction. Donc en 2005, il fait le mariage et l'adoption. Et là, l'Espagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, se mobilise énormément, descend dans la rue et n'obtient pas satisfaction, ce qui ne vous dispensera évidemment pas de descendre dans la rue le 13 janvier, car nous obtiendrons satisfaction. Ce sera la différence entre l'Espagne et nous. Et donc, ils font une étude, justement, qui s'appelle « Ce n'est pas pareil ». Et cette étude, qui est faite, donc dans cette étude d'ailleurs, c'est un petit rapport, d'abord, il démonte les études un peu comme ce que je viens de faire, mais de façon beaucoup plus approfondie, et ils ont fait d'autres études, et ces études montrent que les enfants sont beaucoup plus stressés, qu'ils vont 40% de plus de fois chez le psy que les enfants qui sont élevés par des familles dans des couples de sexes différents, et qu'ils ont surtout une grande appréhension de l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. Et ils ont notamment beaucoup de mal à se projeter comme ayant des enfants, comme dans une vie de couple, en fait. Ils sont quand même très mal à l'aise. Et il y a une étude mais vraiment intéressante, qui est sortie il y a quelques mois et qui a fait du bruit dans le milieu, là, parce que ce sont des études qui portent sur plus de 3000 enfants. Et ces études étudient tous les cas de figure. Il s'appelle Marc Regnerus, la personne qui a fait ça. Il est prof dans une université au Texas. Et donc, elles sont sorties en juillet 2012. Donc, vous voyez, elles sont toutes récentes. Et donc là, il analyse tous les cas de figure. C'est-à-dire les enfants qui sont élevés dans des couples unis, dans des de sexes différents, dans des couples désunis, dans des couples de même sexe séparés. Bref, il étudie tous les cas de figure. Et bien évidemment, on s'aperçoit que ceux qui vont le mieux, c'est ceux qui vivent dans des familles, couples unis, en moyenne, hein, parce qu'il y a évidemment... en moyenne, et que ceux qui vivent le moins bien, ce sont ceux qui vivent dans des couples de même sexe féminin, des couples de lesbiennes. Je me suis demandé pourquoi, figurez-vous, parce que j'ai trouvé que c'était un peu vexant. Je me suis dit quand même, mais bon... Et en fait, je pense que j'ai compris, j'en ai parlé d'ailleurs à des psys. Ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure, qui peut paraître un peu bizarre, qui est que trop de désir peut finalement nuire à l'enfant, ou trop d'amour peut être un mauvais amour. Et je me suis dit donc que deux femmes entre elles, j'allais dire une mère, ça va, deux mères, bonjour les dégâts. Je dis ça en plaisantant, mais en fait, c'est vrai que le rôle de la mère et le rôle du père sont quand même des rôles qui sont malgré tout différents, parce que le père est ce lien qui coupe quand même entre la mère et l'enfant. Il coupe la fusion. Et d'ailleurs, le complexe d'Oedipe, vous le connaissez. Et le père est là, parce que l'enfant, ou le petit garçon, il va vers la mère, et puis qu'en fait, le père, il est là pour montrer que non, l'amour... Le père donc coupe le lien de cet amour fusionnel entre la mère et l'enfant. C'est normal, il vient de son ventre. Donc il y a cet amour fusionnel. Et le père est là pour dire non à cet amour fusionnel, pour montrer qu'il y a le tiers. Mais c'est un tiers de sexe différent. Ce n'est pas le tiers de même sexe. Et donc à partir de ce moment-là, je reviens à une mère, ça va, deux mères, ça va plus, parce que justement... ça peut être un amour qui est complètement étouffant. Et comme, justement, ces enfants-là vont... les parents de même sexe sont en fait assez culpabilisés. Enfin, je l'ai constaté, parce que vraiment, je peux vous dire que c'est un milieu que je connais vraiment maintenant bien pour m'y pencher depuis de nombreuses années.
Et donc, ils sont souvent assez culpabilisés, puis ils veulent montrer à la société que leurs enfants vont très bien, etc. Et donc, en fait, les mères, elles sont encore plus attentives à tout ça que les pères. Donc, c'est comme ça, en fait, que je l'ai expliqué. Enfin, c'était un peu mon intuition, et en fait, ça m'a été confirmé par le pédopsychiatre dont je vous parlais, que j'ai vu il y a 2 jours. Donc, il y a ces études de Marc Régnerus, il y a les études espagnoles, et puis il y a les études qui sont quand même... Il n'y a aucune étude aussi sérieuse que celle de Marc Régnerus. Voilà, qui donne quand même des résultats qui sont très, très probants. Mais on a quand même un gros problème, c'est qu'on a très peu de recul. Voilà. Mais il y a aussi autre chose, c'est que là, je vous parlais de couples de même sexe et de couples de sexe différents, c'est-à-dire élevés, parce qu'il existe des enfants qui sont élevés en effet dans des couples de même sexe. C'est pas pour autant que ces enfants n'ont pas leurs autres parents. Je vous reprends l'exemple, et ce projet de loi, il va beaucoup plus loin que juste dire il y a des enfants qui sont élevés dans des couples de même sexe. C'est pas la même chose, parce qu'ils ont, ces enfants-là, un parent d'un sexe et un parent d'un autre sexe. Ils ont un père et ils ont une mère. Dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, de cet homme de la télévision là, que j'avais rencontré, lui, il me dit, mon enfant, certes, il a 4 parents, mais son père, lui, est bien identifié, et sa mère biologique, elle est bien identifiée. Après, je ne sais pas comment il fera pour s'y retrouver avec ses 4 parents. Mais il a identifié son père biologique et sa mère biologique. Dans l'ensemble, disons les 9/10 des enfants qui sont élevés dans des couples homosexuels, ils ont un père et une mère qui sont identifiés. Il se trouve qu'après, le père et la mère, comme dans toujours le même cas qui est tout à l'heure, qui finalement est un peu un cas d'école, puisque le premier enfant, il l'a d'une union hétérosexuelle, donc le père et la mère sont identifiés, et le deuxième, il a aussi un père et une mère identifiés, même si le père et la mère sont homosexuels et vivent donc chacun en couple, il y a quand même un père et une mère qui sont identifiés. Là, ce qu'on nous propose dans ce projet de loi, c'est de gommer le parent d'autre sexe. Et quand on dit, par exemple, comme la loi 1966 est autorisée et que les célibataires ont le droit d'adopter, après tout, on ne voit pas pourquoi les personnes homosexuelles ne pourraient pas adopter, puisque, après tout, c'est bien la même chose. D'abord, premièrement, la loi de 1966, moi je suis pour l'abroger. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, parce qu'il y a Hervé Mariton en particulier qui avait déposé un projet de loi en ce sens l'année dernière, mais qui n'a pas été retenu. Parce que cette loi de 1966, c'était ce qu'on appelait une loi de circonstance. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une loi qui avait été faite un peu après la guerre, mais au moment où il fallait transmettre le patrimoine, etc. Et comme il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts, enfin bref, pour des transmissions de succession, c'était ça à peu près la loi de 1966. Donc elle n'a aucune raison d'être maintenant. Mais même, indépendamment de ça, quand une personne célibataire adopte... Tiens, je vais même vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, j'ai un dîner-débat, et à la fin du dîner, donc on n'avait pas abordé cette question. Et à la fin du dîner, il y a une femme qui arrive avec sa fille. Et elle me dit, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous me répondez là, moi, puisque vous voyez, je suis célibataire et j'ai adopté ma fille. Donc, qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites? Et je lui dis, écoutez, ça n'enlève rien, absolument rien à tout ce que j'ai dit, parce que votre fille et sa fille étaient là. Hein. Et donc, je m'adresse à sa fille, et je lui dis, mais vous voyez, vous avez une mère adoptive, mais on n'a pas nié, elle n'a pas nié que vous avez un père. Ce père-là, vous ne le connaissez pas. Il est manquant, votre père. Sa place est vacante. Et je pense d'ailleurs que ça n'est pas facile à vivre pour vous. Mais votre mère vous a adopté, vous a donné beaucoup d'amour, et c'est vraiment bien. Mais la place de votre père, elle est là. C'est juste que vous ne le connaissez pas. Mais il existe. Mais écoutez, ça m'est venu comme ça. Je peux vous dire qu'elle a été... Mais j'étais vraiment émue, hein. Parce que la fille, là, qui entendait pendant tout le dîner-débat et qui devait se sentir quand même mal à l'aise en disant « Bah oui, mais moi, mon père, après tout, etc. » Et tout d'un coup, je la vois... j'ai presque les larmes aux yeux, d'ailleurs, parce que je la vois avec vraiment les larmes aux yeux, et tout d'un coup,
je sens la mère comme libérée, déculpabilisée. Enfin, je ne sais pas, hein, parce que c'est vrai que c'est très très lourd pour les personnes. C'est très lourd, j'imagine, ces arguments et tout ça, quand on est dans une situation comme celle-là, et qu'on entend sans arrêt dire il faut pas que enfin, il faut un père et une mère, etc. Je pense que quand on est dans ce cas-là, ça doit être difficile à vivre. Enfin, en tout cas, manifestement, elle ne le vivait pas bien. Et tout d'un coup, la fille a dit « Ah ben merci ». Et puis elle a eu les larmes qui sont montées aux yeux, et elle a dit « Oui, c'est vrai, la place de mon père est vacante ». Et tout d'un coup, elle s'est retrouvée, alors je ne sais pas hein, si ça a été un déclencheur, ou si elle l'avait pensé avant, ou si c'est simplement qu'en ce moment, elle se... Mais tout d'un coup, elle se dit « Bah oui, j'ai ma mère, voilà, très bien. C'est juste que je ne le connais pas, mais il existe. » Donc vous voyez la différence ? Elle est absolument énorme, la différence. C'est comme dans le cas d'un veuvage, par exemple. Vous avez ou d'une femme qui a été abandonnée par son mari, par exemple. Ça ne veut pas dire que le père n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'on le remplace par quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on le remplace par quelque chose qui est fictif, parce que ça va. Je ne vais pas être trop longue, parce que comme je n'ai pas de monde, je ne sais pas du tout, j'espère que je ne vous ennuie pas trop. Mais vous voyez, vous avez la filiation. Donc, actuellement, vous avez la filiation fondée sur la biologie, réelle ou symbolique. Ça veut dire quoi? Réel, c'est très simple. C'est biologique, le père, la mère, un enfant. Et vous avez la filiation, réelle aussi, mais symbolique. Et ça, c'est le cas des enfants qui sont adoptés par un homme et par une femme. Je ne suis pas née de ce couple, mais j'aurais pu naître de ce couple. Et donc, vous êtes dans cette filiation symbolique. C'est une filiation qui, malgré tout, est réelle. Parce que même si je n'en suis pas, j'aurais pu. Et donc, l'enfant, il est né, il aurait pu naître de la fusion de ces deux corps. Et c'est extrêmement important pour lui. Parce que ce qu'on veut faire là, c'est l'installer dans une filiation fictive. Et la filiation fictive, ça veut dire je ne suis pas né de ces deux corps et je n'aurais pas pu naître de ces deux corps. Vous installez l'enfant en dehors de la réalité des corps, en dehors de la fusion possible, en dehors d'une filiation possible. Et c'est pour ça que quand on dit oui, alors il existe des familles monoparentales, il existe des familles divorcées, il existe des enfants adoptés. Donc vous voyez bien, il peut bien aussi exister une filiation homoparentale. Eh bien non, ça n'est pas du tout la même chose. Parce qu'à chaque fois, ça repose malgré tout sur l'altérité sexuelle. Un homme, une femme, une place vacante, une place manquante. Une place manquante. Parce qu'on connaît bien quand même les effets, on a du recul, on sait bien comment les enfants ont besoin d'aller chercher leurs origines. Vous voyez, l'autre jour, j'étais avec la présidente d'une association qui s'appelle Procréation médicalement anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une association avec des enfants nés de procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. Elle dit, toute ma vie, je suis à la recherche de mes origines. Depuis que je le sais, je suis à la recherche de mon père biologique. Je sais bien que j'ai un père et une mère, mais j'ai besoin de connaître. Donc on sait bien comme c'est important pour elle d'être située dans cette généalogie. Parce que ce qu'elle disait, moi, j'ai des dons, j'ai des talents, je sais plus, je crois que c'était des talents de dessin ou des talents de musique, je ne sais plus très bien, mais enfin des talents artistiques. Et en fait, elle disait, j'aimerais tellement savoir d'où ça vient. Peut-être que je ne le saurais jamais, mais peut-être si je pouvais le savoir. Donc, ce n'est pas pour autant qu'elle était malheureuse, etc. Mais c'est pour vous dire combien on sait que c'est important. Que ça, par contre, on n'a pas le recul sur tout. Mais là-dessus, on a le recul. Voilà. Je suis longue, hein. Alors, on sait que l'éducation est en partie dans le foyer et en partie à l'école.
après tout, si on n'est pas tous